bien. Je vous propose peut-être de passer au prochain sujet. Thème, oui, bien sûr. Parler du risque systémique. C'est quelque chose qui fait peur, je pense, à beaucoup de monde. Peut-être d'abord, Luc, si tu pouvais nous expliquer ce que c'est qu'un risque systémique, et après qu'on puisse un peu en parler et voir comment vous voyez les choses d'un point de vue cyber. Donc, le risque systémique, c'est quelque chose qui est effectivement apparu beaucoup dans les sujets, notamment qu'il y est apparu avec le risque cyber. C'est en fait un risque, c'est un événement qui peut avoir un impact mondial, sans limitation géographique, et ce qui est une spécificité qu'on va trouver dans le risque cyber, qu'on ne va pas retrouver dans les autres secteurs de l'assurance, où vous avez toujours quelque part une limitation, soit une population, soit un espace géographique, soit ou un secteur d'activité éventuellement. Alors dans le risque cyber, on se retrouve avec ce risque systémique qui serait une attaque informatique qui peut toucher l'ensemble des entreprises, on reste dans le monde de l'assurance de l'entreprise, l'ensemble des entreprises dans le monde entier. Un bon exemple qu'on a eu, ça a été WannaCry, mais surtout NotPetya, en 2017, qui a montré que une attaque qui est passée par l'Ukraine à un moment donné a touché des entreprises du monde entier, de tout secteur d'activité. On avait des transporteurs maritimes, on avait de la pharmacie, on avait de l'alimentaire, on avait de la construction, on avait de la logistique, donc n'importe quel type d'entreprise. Et c'est ça la problématique du risque systémique, qui dit finalement c'est plausible dans le monde cyber d'avoir un risque qui touche le monde entier d'un seul coup. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ça pose un vrai sujet, et c'est pour ça que les régulateurs dans tous les pays s'en sont emparés, le régulateur du monde de l'assurance et la finance, en disant attention, si ce risque systémique se réalise, on va se retrouver dans une situation d'insolvabilité du marché de l'assurance. Donc les assureurs ne seront plus à même de remplir leurs obligations qui est d'indemniser les sinistres. Donc pour éviter cette situation d'insolvabilité, le régulateur a demandé à l'ensemble des assureurs de montrer qu'ils ont géré ce risque systémique et qu'ils le gèrent pour éviter d'avoir une mise en risque de solvabilité sur leur portefeuille. Donc le Lloyds a été le premier qui a commencé à sortir ces exclusions. Aujourd'hui, ça se déploie finalement de plus en plus dans le monde entier. Nous, chez Beazley, on le déploie depuis début avril en France. On a adapté les textes et tout. Et finalement, on va trouver 3 grands domaines sur le risque systémique. On a la partie guerre et cyberguerre, qui est un sujet systémique et qu'il a fallu traiter. Le deuxième sujet, c'est toute la dépendance des entreprises, pour faire simple, au réseau de télécommunications externes, au réseau Internet externe, au réseau d'énergie externe, etc. Donc ça, c'est un deuxième cas de systémique. Et le troisième cas du risque systémique se situe au niveau de la dépendance par rapport aux grands opérateurs cloud, et sur les notions de vulnérabilité qu'on peut avoir sur des OS, des operating systems qui peuvent toucher. Donc là, on est sur 3 catégories de risques où c'est le régulateur, les assureurs, le marché, les réassureurs surtout, et les Lloyds, sont très attention, sur ces 3 segments-là, il y a un risque d'insolvabilité du marché de l'assurance, donc traitez-le. Traitez-le, c'est soit vous arrivez à l'exclure, soit vous arrivez à le cantonner, pour qu'on puisse le traiter. Donc voilà en fait aujourd'hui ce qu'on fait sur le risque systémique. Les premiers points qui sont apparus qu'on voit, c'est surtout redéfinir ce qu'est la guerre et la cyberguerre. Et ça, je dirais dans ce street race, c'est le seul endroit finalement où on a une exclusion supplémentaire qui va apparaître, c'est l'exclusion de la cyberguerre. Donc pour le moment, dans la notion de cyberguerre, il n'y a pas l'État et le législateur, notamment français, n'est pas très favorable à ce qui est une définition officielle. Donc on a la liberté, chaque assureur a la possibilité de définir la cyberguerre et d'expliquer comment il le fait. Donc je ne veux pas rentrer nous on le fait, on explique la cyberguerre, c'est une attaque qui est sponsorisée par un État et qui va impacter les infrastructures critiques d'un pays. Donc quand on a la combinaison de cette attaque sponsorisée et d'infrastructures critiques qui sont touchées, on est dans un cas de cyberguerre et on a une exclusion cyberguerre qui va s'appliquer dans le pays concerné par ces infrastructures qui sont tombées. Les infrastructures extérieures, c'est de la dépendance par rapport au réseau Internet, DNS, etc. Donc là, finalement, c'est pas une exclusion, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui était déjà
et qui n'étaient pas couverts par les polices cyber, parce que les polices cyber, ça reste une atteinte au système de l'entreprise. Ça ne couvre pas la dépendance au réseau Internet mondial, avec toutes ses composantes, les DNS, les fournisseurs de serveurs réseau, etc. Donc ça, on précise cette exclusion en disant, attention, on parle bien de tout ce qui est dépendance par rapport à l'extérieur. Et le troisième domaine qui est les vulnérabilités, il faut définir ce qu'est une vulnérabilité qui touche des operating systems et les grands opérateurs cloud aussi, puisqu'aujourd'hui tout le monde travaille avec Google, avec Amazon, avec IBM et Microsoft, merci. Même si on n'est pas là pour leur faire de la mais c'est les cas de gros. Mais là, il y a une question comme ça qui me vient naturellement, c'est comment on arrive à démontrer que l'attaque a été sponsorisée par un État ? Il va falloir s'appuyer sur ce qui est possible et démontrable. Déjà, ce qu'il faut bien savoir, qu'on parle d'une exclusion, donc dans le droit français, ce qui n'est pas forcément vrai dans tous les pays, mais dans le droit français, l'exclusion, c'est à l'assureur de le démontrer. Donc ça sera à l'assureur de démontrer qu'on va être dans une attaque qui est sponsorisée par un État, et ça sera aussi à l'assureur de démontrer que les infrastructures critiques d'un pays sont tombées. Et pour pouvoir démontrer... En fait, c'est hyper compliqué, je suis d'accord, c'est hyper compliqué à démontrer, mais d'un autre côté, c'est hyper positif. Parce que l'objectif, c'est bien de montrer que c'est pas de trouver un moyen de ne pas payer des sinistres. Ce qu'on veut, en fait, c'est que lorsque la situation est évidente, qu'on est dans un cadre de cyberguerre, on ne veut pas que juridiquement un assuré puisse nous obliger à indemniser parce qu'on est dans un risque d'insolvabilité et dans une situation évidente de cyberguerre. Moi, j'ai eu quelques discussions, et notamment aujourd'hui, un endroit où ça correspond exactement à ces définitions, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, elle est à la fois dans cette notion de guerre et à la fois dans cette notion de cyberguerre, avec des attaques qui sont clairement identifiées comme provenant de la Russie. Il y a une très belle intervention qui a été faite au FIC justement là-dessus par Mandiant, où ils expliquent vraiment ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vu, et clairement, on a des attaques qu'on peut démontrer qui sont sponsorisées par un État, qui ont mis des infrastructures critiques, parce qu'en Ukraine, c'est évident et ça se voit que les infrastructures critiques sont présentes. Donc effectivement, l'exclusion cyberguerre s'applique absolument complètement en Ukraine aujourd'hui. Alors, effectivement, on a mentionné Mandiant, mais c'est-à-dire qu'il y a plusieurs spécialistes qui étudient la menace, qui rattachent certains groupes d'attaquants à des États. Alors, est-ce qu'on peut se dire, à partir du moment où il y a un consensus dans la communauté, on va dire des sociétés spécialisées pour dire tel ou tel groupe est affilié à la Corée du Nord, à l'Iran, je sais pas, ou à la Russie, est-ce qu'on peut à ce moment-là dire lui il y a 10 spécialistes sur une quinzaine qui sont d'accord pour dire que c'est un groupe affilié à tel État, il a une action qui a détruit, qui a attaqué, qui s'est répandue, qui a attaqué plusieurs infrastructures dans plusieurs pays, donc on est dans la cyberguerre. Est-ce que ça serait... Parce que... Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. C'est comme sur la loi PMI. Il va falloir... C'est avec l'expérience qu'on va avoir gagné et les pratiques. Mais je dirais éventuellement le fait de rattacher des groupes à un État, est-ce que c'est un élément qui sera recevable ou pas? Franchement, je n'en ai aucune idée. J'en sais rien. Parce que derrière, il faut qu'il y ait aussi l'infrastructure qui soit tombée. Oui. Il faut qu'il y ait bien les deux qui soient présents déjà. Je crois que ça va continuer à être une difficulté, ce rattachement, même si quelque part on peut dire tout le monde sait que tel groupe est affilié à la Russie ou tel groupe est affilié à la Chine. C'est pas suffisant. Ouais. Voilà, c'est pas suffisant, et on a eu une décision dans le courant du mois de mai 2023 aux États-Unis. Donc c'était la compagnie maritime Maersk qui a été affectée par notre PETIA, et le juge a confirmé que ce n'était pas un acte de guerre. Alors même que, entre guillemets, tout le monde s'accordait à dire si c'est la Russie qui est derrière. Donc, juridiquement, c'est encore plus complexe que ça. Donc, c'est très compliqué parce qu'il y a des groupes on sait qu'ils sont désignés. Juste pour préciser sur ce cas-là, Maersk, il faut bien aussi avoir en tête que, effectivement, ça a été long et ça a été... C'était une police de dommages. C'est pas une police cyber. Qui n'avait pas d'exclusion de cyberguerre. Elle avait l'exclusion guerre, il n'y a pas d'exclusion guerre, ça dépend des pays. Donc effectivement,
c'est l'exclusion guerre qui a été évoquée sur cette police et le juge a dit non. Ce qui s'est passé ne correspond pas à ce qu'on entend être une guerre. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que cette interprétation peut être transposée sur l'exclusion cyberguerre ? Je me garderais bien de faire ce parallèle. Pierre-Henri, tu voulais rebondir sur une remarque ? Je sais plus. J'ai perdu mon idée. En tout cas, en droit français, tu évoquais tout à l'heure le fait qu'il n'y ait pas de définition de cyberguerre. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été débattu. Il y a dans le Code des assurances, l'exclusion guerre existe. Il a été question dans les débats menés par le HCJP de venir ajouter la cyberguerre, c'est-à-dire à travers les moyens, c'est-à-dire moyens militaires ou moyens cyber, d'inclure dans l'exclusion guerre du Code des assurances la cyberguerre. Et le Trésor est revenu en quelque sorte dessus en disant non, ça va être trop complexe pour des raisons de preuve, parce qu'en fait, dans l'exclusion guerre du Code des assurances, la preuve est inversée, la preuve pèse sur l'assuré. Et donc, c'est trop compliqué ensuite de venir intégrer la cyberguerre. Donc aujourd'hui, le Trésor a plutôt, dans son rapport de septembre 2022, plutôt préconisé qu'il y ait à nouveau un groupe de travail qui réfléchisse aux implications d'une exclusion cyberguerre, bien que les assureurs se soient déjà mis en ordre de bataille pour créer leurs exclusions. Mais dans le droit français, c'est pas encore existant. Aujourd'hui, c'est quand même... Beazley est assez précurseur sur l'intégration de l'exclusion cyberguerre, mais aujourd'hui, on voit bien que les assureurs, ils vont à tâtons quand même sur les intégrations de ces exclusions. Oui, non, mais je suis d'accord. Les réassureurs vont l'intégrer, etc. Mais il n'y a pas de... le travail a été fait, les Lloyds ont une exclusion, etc. Le grand courtage, globalement, s'est accordé sur des rédactions d'exclusion, mais après, c'est aussi sa transcription en droit français qui est toujours un peu plus compliquée, et sur la délimitation. Je veux revenir sur un point qui est important. C'est vrai que dans le Code des assurances, il y a une exclusion de la guerre, mais ce qu'il n'y a pas, et c'est là le problème, c'est qu'il n'y a pas de définition de la guerre. Et aujourd'hui, on a fait, donc effectivement, nous on les déploie, on définit dans nos contrats la guerre, on définit la cyberguerre. Donc ça veut dire qu'on se positionne en disant voilà ce qu'est une guerre, voilà ce qu'est une cyberguerre, et voilà dans quel cas on va déployer l'exclusion. Et je dirais que c'est un signe fort pour dire voilà, l'objectif c'est pas de dire on va avoir un truc dans la poche qu'on peut dégainer dès qu'on n'a pas envie de payer un sinistre. Non, au contraire, on est là pour accompagner les assurés, mais il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas le faire. Et c'est ça qu'il faut arriver effectivement à Après, il y a quand même des conventions internationales qui définissent ce que c'est qu'une guerre. Oui, mais... Puis votre définition, elle ne vient pas révolutionner la guerre. Heureusement, c'est pas l'objectif non plus. Après, sur la cyberguerre, c'est un peu différent, mais sur la guerre en elle-même... Effectivement, dans les discussions qu'il y a eu, effectivement, les autorités ne sont pas favorables à ce qu'on définisse la guerre. Oui, mais il arrive un moment où on veut avoir dans des contrats d'assurance, on va avoir le maximum de sûreté juridique, mais d'un autre côté, il faut que le législateur aussi soit un peu homogène. Il nous impose des trucs sur la LOPMI, il ne veut pas faire des trucs sur la guerre, et à un moment, il faut être carré. Ouais, donc en fait, c'est quand même pas... c'est un vrai sujet, parce que c'est pas évident de mais c'est un vrai sujet, mais surtout, il ne faut pas que ça devienne un sujet de business, un sujet commercial. C'est-à-dire, c'est pas un élément de différenciation, c'est une vraie problématique, parce que le risque derrière, c'est l'insolvabilité du marché de l'assurance. Et si les assureurs ils deviennent insolvables, le vrai problème, c'est qu'ils du coup, ils ne peuvent plus remplir leurs obligations, ils ne peuvent plus payer les sinistres. C'est là le problème. Donc il ne faut pas qu'on se mette dans cette situation-là.